Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rocks. Pour cette semaine, on va passer à travers l'œuvre vraiment absolument grandiose de Primo Levi, Si c'est un homme. Comme à mon habitude, on va passer donc un petit temps sur le résumé, sur la structure du roman, et on va passer un très gros moment sur le contexte historique. Parce que dans cette œuvre-là, c'est vraiment très important que vous compreniez l'importance du contexte historique dans l'œuvre de Levi. On va y venir. On va parler bien évidemment du but du roman, de l'objectif de Levi à travers son roman, ce qu'il voulait partager avec ce témoignage qu'il a écrit. Je vais vous donner quelques précisions par rapport à l'appendice et au poème, donc en début et en fin du roman, et pourquoi c'est primordial et crucial que vous alliez lire et comprendre. Alors on commence ça dès maintenant. Chimiste et écrivain, Primo Levi naît à Turin en 1919 dans une famille juive peu pratiquante. En 1941, il obtient un diplôme en chimie à l'Université de Turin et travaille un temps dans une mine d'amiante, puis à Milan dans une entreprise suisse de médicaments. Sa famille étant, comme je l'ai mentionné, peu pratiquante, Levi va vraiment prendre conscience de sa judéité à partir de 1938 lorsqu'il va avoir l'énorme montée de l'antisémitisme. Après la chute de Mussolini en 1943, Levi va tenter d'aller rejoindre un groupe de résistants dans les Alpes italiennes, mais il se fait attraper et arrêter par la milice en décembre de la même année. Emprisonné dans un camp sous le régime italien avant d'être livré aux Allemands, les prisonniers du camp sont déportés à Auschwitz en février 1944. Levi va majoritairement travailler au laboratoire de chimie de l'usine de caoutchouc de Monowitz et ne sortira du camp de concentration que le 27 janvier 1945 avec la libération du camp par l'armée rouge soviétique. Dès son retour à la vie normale, il ressent le besoin d'écrire son histoire. En 1947, il publie un premier livre chez un petit éditeur italien, Si c'est un homme, qui ne connaît pas immédiatement un grand succès, mais que dans les années de l'après-guerre va vraiment prendre toute son importance. Aujourd'hui, ce roman est lu dans plusieurs écoles autour du globe, est traduit en une trentaine de langues et se vend à 200 000 exemplaires par année seulement en Italie. À sa retraite, Levi s'est concentré principalement sur l'écriture et a travaillé sur son mémoire. La Trêve, publiée en 1963, raconte son voyage de retour en Italie après sa libération. Mais il écrira également de la fiction, comme Les Naufragés et Les Rescapés en 1986. Il s'est enlevé la vie en 1987. En partant de la première page jusqu'à la toute dernière de l'appendice, c'est un livre de 315 pages. Et là, je me fie à mon édition que j'ai pris chez Pocket. Je vous dis toujours que tout ce qui est les ajouts qu'on pourrait considérer apporter à un texte principal, donc un appendice, une préface et tout ça, peut toujours vous être utile à votre compréhension d'une œuvre, mais ici, c'est primordial, c'est fondamental. J'ai élaboré plus en détail dans le dernier segment de cette vidéo qui parle vraiment spécifiquement de l'appendice et aussi du poème, mais je vous le dis maintenant au cas où vous l'ayez skippé. Lisez-la. Donc, un livre de 315 pages qui, pour certains, pourrait sembler être une biographie de l'auteur, donc pendant son année d'incarcération à Auschwitz. En fait, c'est bien plus que juste une biographie. C'est pas écrit dans le but d'être une biographie, en fait. C'est legit une étude sur l'humain, sur la tolérance des humains, et plus particulièrement dans cette atmosphère si inhumaine qu'étaient les camps de concentration, la tolérance des prisonniers versus celle des tortionnaires. Ce témoignage de l'auteur sur cette tranche marquante de sa vie n'est pas un récit historique. C'est une réflexion entière sur la haine, sur l'incompréhension, sur la souffrance, sur l'horreur, divisée en 17 chapitres, avec une préface et un appendice qui font partie intégrante du livre. Pour ce qui est de la langue, nous sommes donc dans une traduction de l'italien en français. Ce français est donc normatif européen, mais plusieurs langues sont glissées à gauche à droite à l'intérieur du roman. Par contre, les traductions sont toujours données directement dans le texte ou en note de bas de page. Pour ce qui est donc du contexte historique, on embarque et on plonge violemment dans ce bassin. Bon, vous en avez déjà entendu des milliers de résumés de qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux pas assumer que qui que ce soit sait exactement tout ce qui s'est passé à la lettre, mais on se souvient généralement tous des mêmes gros points focus. Comme c'est vraiment complexe, cette période qui a quand même été courte, relativement, mais qu'il y a tellement d'informations qui se sont propagées et le point de vue est très différent dépendamment de si on prend le point de vue de ce qui s'est passé en Allemagne, de ce qui s'est passé en Italie, de ce qui s'est passé en Russie, au Canada, ou en Grande-Bretagne, en France.
on peut se perdre rapidement parce que tout est connecté à tout. Et ça, c'est une note que m'a donnée Guillaume lorsque j'ai fait la scénarisation de ce contexte historique, c'est que je devrais me focusser seulement sur ce qui s'est passé en Italie. Et c'était mon objectif, sincèrement, de faire vraiment ce qui s'est passé en Italie. D'ailleurs, on y vient. Mais comme mon objectif avec ces capsules, c'est de jamais assumer que vous connaissez nécessairement des informations, je vais vous faire un petit mash-up vraiment très condensé des éléments vraiment importants à se souvenir dans la ligne du temps de base de la Seconde Guerre mondiale, donc ce qui s'est passé en Allemagne à l'échelle nationale, internationale et de ce qu'on se souvient de ça maintenant, ce qui nous est transmis en premier. Et ensuite, je vais parler plus spécifiquement du contexte en Italie, donc comment on vient ajouter un peu des sous-branches à l'intérieur de cette timeline de base. Si vous n'avez pas besoin de la timeline de base, ben skippez tout de suite à cette partie-là où je rentre vraiment dans le contexte historique de l'Italie. Je vais vraiment faire plus d'exercices de diction avant de commencer à parler dans les vidéos parce que je commence à être rouillée. Donc, lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale et du contexte historique de cette guerre-là, on parle plus spécifiquement du focus qu'il y a eu sur l'Allemagne. Donc, qu'est-ce que l'Allemagne a fait, les marques qui ont influencé chacun des entrées des pays XY à l'intérieur de la guerre jusqu'à temps que tout le monde capitule l'un après l'autre. Le focus est tout le temps pas mal là. Mais bon, comme Primo Levi est italien et qui s'est fait arrêter alors qu'il était en Italie, je trouve pertinent de vous partager le contexte italien. Mais, comme j'ai dit, première étape, on commence par le contenu de base, une petite ligne du temps. J'espère que vous êtes prêts. Ça va aller vite. Hitler devient officiellement chancelier d'Allemagne en 1933. La propagande antisémite est déjà entamée depuis le début des années 30, mais considère prendre l'expansion avec Hitler au pouvoir. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, en passant par la Belgique, eux autres qui étaient pas down. C'est ce qui déclenche officiellement la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Belgique était pas down, puis les alliés de la Belgique ont décidé qu'ils étaient pas down aux autres non plus, bien évidemment, donc là tout le monde s'est attaqué à l'Allemagne, puis là, shit gone wrong. L'Allemagne envahit la France en 1940. La Japon se joint à l'Allemagne et à l'Italie. Les Allemands essayent d'attaquer la Russie. Crise de mauvaise idée. Les Japonais attaquent Pearl Harbor en 1941, les Américains embarquent. Ils se déclarent toute la guerre, tout le monde se dessus en 1942-1943, mais ça freine l'élan de l'Axe. Alors les Alliés sont bien contents. Les débouchés arrivent en 1944, par exemple le débarquement en Normandie, la libération de Rome et de Kiev. Quand tout chie pour l'Allemagne, Hitler se suicide en 1945, ce qui amène la capitulation du pays. L'Italie capitule aussi, mais pas le Japon. Ce qui se fait que les États-Unis lancent leur première bombe atomique sur Hiroshima, quelques semaines plus tard sur Nagasaki. Le Japon finit par capituler lui aussi, et voilà, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est la ligne du temps, disons, principale. Celle que tout le monde connaît et se souvient plus ou moins bien. Maintenant, nous allons pimper cette ligne du temps avec les éléments précis de l'évolution de la présence de l'Italie dans toute cette histoire. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Puis, ça va approfondir vos connaissances à tous. Commençons par ajouter l'entrée au pouvoir du dictateur italien Benito Mussolini. Voici une photo de sa face. Lui, il est arrivé au pouvoir en 1922, donc 11 ans avant que Hitler prenne le pouvoir en Allemagne. C'était un homme vraiment très respecté dans le milieu politique, il était même très soutenu, très apprécié par Churchill, on se souvient du premier ministre. Mussolini a fait ses petites affaires, puis les gens ont appris à respecter son nom. Et quand Hitler accède au pouvoir en 1933, on s'en rappelle, Mussolini s'oppose. Ouais, il s'oppose à Hitler, à ses idées, à sa vision de c'est quoi l'État. Et il s'associait plutôt, Mussolini, à le chancelier de l'Autriche. Ouais, même si Hitler, lui, il l'aimait bien gros, Mussolini, mais Mussolini, il voulait pas vraiment grand-chose à voir avec Hitler, ça. Mais là, shit go wrong. Puis les nazis ont assassiné le chancelier de l'Autriche en 1934. Ben, Mussolini est bien sûr pas content, puis là, il essaye d'empêcher l'Allemagne de s'emparer de l'Autriche. Fait que là, tout le monde commence à être comme genre, shit, ça s'enligne pas bien cette histoire-là. Donc, très conscient de l'expansion de la menace hitlérienne en Europe, principalement dans l'année 1935, l'Italie, la France et le Royaume-Uni vont fonder ce qu'on appelle le Front de... j'ai oublié le nom. Stressa, qui visait à empêcher l'Allemagne de violer le traité de Versailles. Et là... petit sous-contexte ici. Le traité de Versailles, c'est le traité qui a été signé à la fin de la Première Guerre mondiale pour justement mettre fin à la Première Guerre mondiale. Et là-dedans, ça stipulait que l'Allemagne n'était pas autorisée à avoir plus de 100 000 personnes dans son armée. Et là, Hitler a décidé que il n'était pas d'accord avec ça, lui, cette petite marque dans le traité, et qu'il allait expandre son armée à 500 000 hommes, chose qu'il n'avait pas le droit de faire selon le traité de Versailles. Et c'est pour ça que la force de Stressa était supposée l'empêcher de faire ça. Bref. Sous contexte fini. Comme Mussolini vient donc super chummer avec la France puis le Royaume-Uni, il voit la possibilité de faire devenir un de ses grands rêves une réalité et faire de l'Italie un empire colonial. Ouais. Sa seule option, en fait, venait à aller conquérir l'Éthiopie, qui était le seul pays de l'Afrique à être indépendant à ce moment-là, avec le Libéria. Il y avait vraiment très peu de pays africains à cette époque-là qui avaient toute leur indépendance. Souvent, justement, ils étaient sous des empires coloniales. Ça fait que ça n'a pas laissé grand choix à Mussolini de décider quel pays elle allait attaquer. T'sais. Bref, il a passé à l'action en 1935. Et la Société des Nations est fucking pas down avec le concept. Puis ils font
fuck you l'Italie. Là, ça fait vraiment pas l'affaire de la France et du Royaume-Uni d'appliquer des sanctions économiques avec les Italiens. Au moment où vraiment tout s'enligne pour vraiment blow up en Europe, mais ils ont pas eu ben le choix. Le front de Stresa, comme vous pouvez le deviner, ben, il a été dissous, n'est-ce pas? Et Mussolini se retrouve à faire copain-copain avec Hitler. Maintenant que c'est mis la Société des Nations à dos lui aussi, là. Je viens de mentionner que les pays européens sentaient que quelque chose était en train de décrisser en Europe. C'est le cas. Tout le monde sent que ça se chauffe avec Hitler. Tout le monde le sait, tout le monde sent que ça s'en vient. Mais qu'est-ce que personne ne veut s'embarquer là-dedans? Parce qu'on se rappelle, la Première Guerre mondiale, là, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est finie, puis qu'est-ce que tout le monde est à bout. Ça fait qu'ils veulent, s'ils n'ont pas vraiment de raison cruciale qui vont les obliger à partir en guerre, ils le feront pas. Puis fuck, ça va arriver, tu sais, on sait ce qui s'en vient après. Mais bref, il y a personne dedans pour partir en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale à pop. Nobody wants that. Mussolini va annoncer l'axe Berlin-Rome en 1936. Donc c'est comme, il annonce leur alliance. Il se retire officiellement de la Société des Nations en 1937. L'Allemagne se prépare à conquérir du territoire en 1938, chose que Mussolini essaie de l'en dissuader de faire. Et réussit jusqu'à une certaine limite, jusqu'à temps que 1939 arrive, puis que les Allemands se ramassent en Pologne. Et on se rappelle, c'est ce qui déclenche officiellement la Deuxième Guerre mondiale. On se souvient encore? Good. L'Italie entre donc en guerre, comme tout le monde. Mais oh shit! Les Italiens, comme très fortement tout le reste de l'Europe, comme je l'ai dit, il a crissement pas le goût d'aller se battre. Puis le pays, il est même pas adéquatement prêt pour partir en guerre. Fait que là, il attaque la Grèce, ça chie, il se fait défaire en Éthiopie. Ça marche vraiment, mais vraiment pas, ces affaires. Le point positif d'autre, c'est que les Allemands ont été obligés d'aller secourir donc les Italiens, leur porter secours lorsqu'ils étaient en Grèce. Puis ça a retardé leur évasion de la Russie, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu les attaquer pendant la belle saison, là, puis qu'ils ont dû les attaquer en hiver, ce qui a crissement dérangé leur plan. Et ça, on est down pour ça. En 1943, les Anglo-Saxons débarquent en Italie et Mussolini se retrouve à partir en exil dans le nord dans le nord du pays. Donc Mussolini est retiré de son poste. Puis là, Hitler, ben lui, il est pas content. Parce qu'il refuse que l'Italie sorte la guerre. Fait qu'il envoie des troupes sur place pour gérer la situation. Et empêcher les Alliés d'avancer. C'est donc là qu'ils ont réussi à faire libérer Mussolini et l'envoyer donc en exil dans le nord de l'Italie. Mais les Alliés ont continué de progresser jusqu'à temps qu'ils réussissent à délivrer le pays en 1945. À la fin d'avril 1945, donc les partisans antifascistes décident d'exécuter Mussolini sur la place publique. Et l'Italie capitule officiellement quelques jours plus tard. I guess it's fair enough. Un témoignage, c'est vague. Le terme est vague. Tout dépend de l'angle que décide de prendre l'auteur pour témoigner. Témoigner de quoi? Dans son livre, Levi, il témoigne pas de l'horreur des camps. Son objectif, c'est pas de dresser un portrait naturaliste de c'était quoi la vie dans un camp de concentration. C'est d'offrir une immersion dans la misère, puis montrer à quel point il est souffert. Oui, évidemment qu'on ressent ça quand on fait la lecture, parce que ça va l'un avec l'autre. C'est inévitable d'en parler. Parce que c'est vraiment l'enfer qu'il a vécu, puis il peut pas passer à côté de ça. Mais c'est pas pour ça qu'il a écrit son roman. L'objectif à la fin d'une lecture, c'est pas d'avoir reçu une leçon d'histoire, voir lister dans une espèce de point par point toutes les horreurs qui ont été faites puis causées au peuple juif pendant les camps de concentration, puis à quel point ils ont utilisé des techniques de torture inhumaines. Si c'est juste ça que vous retenez à la fin de votre lecture, vous êtes en train de passer à côté du vrai propos du roman. Lévi, il répète maintes et maintes fois à l'intérieur du livre sur le pourquoi il a décidé d'écrire ce livre-là. C'est pas pour en faire un roman historique. Comme il répète souvent, puis que c'est dans le sous-texte complet du roman, je ne vais pas vous le dire, je vais pas vous le donner. Vous allez le voir quand vous allez le lire ou relisez quelques passages. Vous allez voir vraiment, il y a des signes qui ne manquent pas. C'est vraiment un sentiment que vous devez percevoir par vous-même. C'est pas quelque chose que je peux vous dire. En fait, c'est pas quelque chose que je devrais vous dire. Parce que comme je dis souvent dans mes vidéos, mon but c'est pas de vous donner des réponses à vos examens, puis ça, ce serait legit de vous donner une réponse à votre examen. Lisez le livre. Si vous n'avez pas encore commencé votre lecture, c'est vraiment le bon moment pour être attentif lorsque vous allez lire. Mais si vous avez lu puis vous ne comprenez pas où je m'en vais avec ça, puis où le roman veut s'en aller par rapport à ce que je vous dis, allez lire l'appendice. Tout est dans l'appendice. Tout. Il est là explicitement pour que Levi puisse répondre à toutes les questions que vous auriez pu vous poser. Et qu'on lui a déjà posé. Il l'explique lui-même. C'est des questions qui lui ont été posées pendant qu'il faisait des tournées dans les écoles par rapport à son livre puis comment les étudiants percevaient sa lecture. Ça en vient à être une analyse de l'œuvre par l'auteur lui-même. La réponse au pourquoi il a écrit son livre, comment il y est parvenu,
Qu'est-ce qu'il espère en tirer de son partage avec le monde? Tout ce que vous auriez pu manquer par rapport à ça dans votre lecture, il est souligné dans l'appendice. Et c'est ce qui vient inscrire l'œuvre de Lévy aussi profondément dans l'histoire de la littérature et l'histoire en général, en annonçant l'appendice. Lévy précise qu'il l'a écrit plus particulièrement au début pour l'édition scolaire de son livre. L'édition scolaire! Pour ceux qui lisent le livre dans les écoles. Il a écrit ça pour vous, pour répondre à vos questions! Inévitablement, l'appendice a fini par venir se greffer à l'édition standard du livre. Of course, parce qu'à cette heure, on ne peut plus les dissocier, c'est trop important, l'appendice. Mais à la base, c'était pour des étudiants. Pourquoi, vous pensez? La jeunesse est le meilleur moment pour apprendre, mais surtout pour révolutionner, pour éduquer les erreurs du passé, pour empêcher qu'elles se répètent. Pensez à ça un peu. Puis si l'envie de lire l'appendice vous vient toujours pas après ce que je vous ai dit puis ce que je vous ai illustré, là, regarde, pas grand-chose que je pourrais faire pour vous. Sorry. J'espère que vous ne l'avez pas skippé comme certains peuvent skipper une préface ou n'importe quel ajout à un texte. Oh non, vous pouvez pas passer à côté de ce poème-là. L'objectif de lire ce poème-là, c'est pas d'en faire une analyse des vers. En tout cas, si moi j'avais à vous le faire lire, je voudrais pas que vous vous concentriez là-dessus. Mais c'est plutôt pour prendre 2 minutes pour vous laisser imprégner par les mots qui sont dits dans ce poème-là, le message qui essaie d'être véhiculé. Vous demandez qu'est-ce que ça apporte de commencer un livre avec un texte comme ça, un poème comme ça, le fait que ce soit un poème aussi. Qu'est-ce que ça annonce dans la lecture que vous allez avoir à faire? Si rien vous vient en tête au moment où vous commencez votre lecture, c'est correct. Mais une fois que vous avez fini de lire le témoignage, quand vous aurez lu l'appendice, revenez au poème et reposez-vous cette question-là, ça va vraiment être beaucoup plus clair. Parce que si cette grande œuvre de Lévy est une demande aux futures générations de ne pas oublier, alors le poème, c'en est la prière. Il résume, avec de simples mots, l'importance de se souvenir que nous sommes tous égaux. Mais malheureusement, le plus grand ennemi de l'histoire, c'est la perte de la mémoire collective, parce qu'on finit par répéter les mêmes erreurs. Les livres de Lévy essaient de contrer l'inévitable, et je pense que si on y porte assez attention, on est capable de raviver cette flamme-là. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Tous mes liens de recherche sont comme d'habitude dans la description et je vous invite à me partager les vôtres et ainsi que vos commentaires, vos réflexions dans la section commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez que je précise ma pensée, n'hésitez pas à me le demander et vous pouvez également me contacter sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Je vous souhaite bonne lecture et on se dit à lundi prochain.